Bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin, bienvenue sur 10-12, le Zénith, plaisir à partager cette tranche d'antenne avec vous comme chaque matin et jusqu'à 12h en compagnie de la grande famille composée de Charles Hamel, Bonbon Bengang, Isabelle Carozopet et Dominique Audrey. Nous sommes encore unis pour la plus belle des missions qui est de vous servir jusqu'à 12h. Mais surtout nous entrons ce matin dans cette édition avec une question évidente, le Cameroun ou le gouvernement camerounais cherche-t-il à avoir un bon de sang dans les régions en crise. Aujourd'hui, comment comprendre que des chars ou encore des engins lourds sont en direction des zones en crise? Des voix s'élèvent, des voix en même temps, des Camerounais se posent plus d'une question. Et qu'est-ce qui se passe? On a encore entendu hier le ministre de la Défense donner, on dira, une conclusion à la sortie d'une réunion sécuritaire. Les propos étaient assez durs. Qu'est-ce qu'on prépare exactement aux populations du nord-ouest et sud-est Cameroun? Que disent la majorité des Camerounais aujourd'hui? Devrait-on se taire devant ce qui s'annonce être, on dira, incroyable? La question est posée, madame, messieurs, ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. Ce matin, Charles Hamel, vous êtes avec nous? Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Hier, les populations de Douala ont pu assister à, on va dire, une cérémonie tout à fait particulière qui peut être orchestrée des embouteillages. On allait discuter pour savoir qui sera le prochain roi. Monsieur Michel Ngachou, peut-être c'est d'ici samedi. Mais seulement dire qu'il y a des notables, la notabilité aujourd'hui qui est en train de poser un réel problème au sujet de la succession dans le canton à quoi, monsieur Michel Ngachou, c'est un problème. Il y a des personnes qui discutent avec le gouvernement, comme on dit, des élites politiques qui sont entrées dans le jeu. Et de l'autre côté, nous avons, M. Michel Ngachou, la notabilité qui souhaiterait que soit restitué, qu'on rentre dans les valeurs depuis 1976. On souhaiterait revenir à la lignée d'origine plutôt qu'à celle politique parce qu'on estime que le canton, véritablement, ne pèse plus tout son poids comme il était d'antan. Est-ce qu'on va retourner à cela? Just wait and see. Il y a ceux qui parlent, on parle des décrets. Maintenant, on aborde la question des décrets. C'est le premier décret de Dindika, le décret de Bongakwa. Il y a tellement de choses. Est-ce que la politique peut un temps soit peu sortir des carcans traditionnels? Il y a politique, ce sera une joie, monsieur Michel Ngachou. Il y a toujours de la politique dans, on va dire, le carcan traditionnel, mais il faudrait quand même que l'attitude traditionnaliste puisse dominer. Face à la pression de la notabilité, maintenant on dit on laisse à la famille royale le soin de pouvoir gérer, mais derrière, il y a des influences. On a besoin, monsieur Michel Ngachou, de retrouver l'essence de nos traditions, parce que la politique qui arrive là ne va pas nous donner du cadeau, monsieur Michel Ngachou. Voilà. Ne perdons pas ces valeurs ancestrales, mes frères. On a vu ces images en même temps, des peuples Sawa, d'Aqua, hier, des femmes marchaient pieds nus. Oui. C'était incroyable, c'était d'une beauté inestimable. C'est ça même la tradition. Et on salue justement ce peuple qui a compris qu'il fallait rendre un hommage mérité aux ancêtres Mombengan. Marcher pieds nus, c'est dire aux ancêtres que nous communions avec vous, comme c'était le cas. Tout à fait, c'est cela. C'est-à-dire que les femmes sont à la recherche de leur père qui est disparu. C'est un rituel qui doit se solder par ce que Charles Hamel disait tout à l'heure. On lui dit, c'est pour ça qu'on dit le roi est mort, vive le roi. Donc elles sont à la recherche de leur mari, pour certaines, de leur papa, pour d'autres, pour des femmes. Après le cérémonie, on vous dit, papa s'est caché, voici son successeur. Donc voilà, pour que ça continue. Il faut donc que cette union, comme vous avez dit, avec les ancêtres, puisse justement soit couronnée par un choix, j'allais dire consensuel au sein de la famille royale. Mais sauf que, et bon, dans lesquels les autres, on abandonne parce que le politique s'était ingéré. Et c'est ça malheureusement. C'est la même chose que je souhaite pour Chief John Bouté qui est là-bas. Lui aussi, autorité traditionnelle. Mais je souhaite que l'aspect auxiliaire d'administration soit mis un peu de côté pour privilégier l'aspect coutumier. Dans l'aspect coutumier, Monsieur le Premier ministre, proposez au président de la République de mettre deux personnalités en mission de bon office, David Aboué Machoyi et Abakar Mahamat. Vous leur donnez jusqu'en décembre une mission de bon office pour parler avec ces populations-là. Ces deux anciens gouverneurs de ces deux régions vont permettre à l'État du Cameroun peut-être même de cesser la guerre. Le cessez-le-feu, on peut l'obtenir d'ici décembre.
Merci. Mission de bon office, Abakar Mahmat, l'ancien gouverneur, et surtout David Aboué Machoyi. Les deux, ils vont nous donner, je suis convaincu, de bons résultats. Les ancêtres vont les écouter. Merci beaucoup, Bron Bengan. Isabelle Carole, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Les produits de première nécessité, pourquoi l'inflation persiste? Le panier de la ménagère peine à se remplir à cause de cette inflation qu'on observe sur les prix. On espère que la concertation qu'il y a eu hier entre le ministre du Commerce et les acteurs du secteur vont bel et bien apporter des fruits qui seront visibles aussitôt sur les prix de ces denrées alimentaires. Dans tous les cas, ce sont les ménagères qui sont aux abois. Ce sont des familles qui peinent à se nourrir, malheureusement. On en parle bien sûr ce matin avec vous, non seulement dans la deuxième partie avec la revue des réseaux sociaux, de ces faits, voilà, qui tournent sur la toile et qui interpellent plus d'un Camerounais. Madame, Messieurs, qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Vous entendrez des choses. Dominique Audrey. Monsieur? Ça va bien? Oui, ça va mieux. Je voudrais avant toute chose vous dire justement que vous avez une place importante sur ce plateau. Mais à culpa pour les petites blessures. Vous savez, lorsqu'on prépare l'émission aussi, c'est l'occasion de se donner des coups de poing parfois, mais se dit qu'on s'aime plus que tout. Et là, je dis, mais à culpa, si on vous a blessé sans le vouloir parfois, ça a été fait hier à Mondovision, et à Mondovision également, on vous doit des excuses publiques. Voilà. Vous me gênez. Non, pourquoi? C'est tout à fait normal. On aurait pu faire abstraction de oui, cela. pourquoi? On est en famille. Et une famille, justement, c'est rester unis. Et lorsqu'on est unis, on est plus fort. Merci. Voilà. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour. Vous avez jalousé. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix des commerçants du marché Acacia qui se plaignent de ce qu'on leur demande de donner la somme de 6 500 francs représentant, dit-il, cet homme qui se présente tous les jours, dit que ce sont des impôts et il donne ces 5 500 francs après avoir payé le ticket, après avoir payé un certain nombre de choses et on ne leur donne aucun reçu. Ils sont aux abois et menacent que ça vire à la catastrophe si on leur impose encore de payer cet argent dont ils ne savent vraiment pas quelle est l'utilité ou l'importance. En tout cas, madame, messieurs, c'est toujours un plaisir de partager cette tranche d'antenne avec vous. C'est toujours un plaisir de vous dire combien vous comptez pour nous. Mais surtout, c'est un plaisir de reprendre les nombreuses histoires que vous nous envoyez chaque jour. Oui. N'hésitez pas à nous les renvoyer, comme vous pouvez bien le faire. Allez chercher sur Facebook Dominique Audrey Oyengelek ou encore, je ne sais pas, n'importe qui sur le plateau. Envoyez votre histoire et puis on va renvoyer cette histoire à Dominique qui prendra la peine de bien la toiletter et nous les ramener sur le plateau. Voilà. Et ce matin encore, une autre histoire de Dominique. Oui, c'est l'histoire d'une maman. Elle dit que j'ai 40 ans. Je vous le lis en intégralité son histoire. Elle dit que j'ai 40 ans et mon mari a 65 ans. Je me suis mariée à l'âge de 15 ans. J'ai 4 enfants et je suis grand-mère de 5 petits-enfants. Dès le début de notre mariage, mon mari découchait. Il rentrait régulièrement entre 2h et 3h du matin. J'étais obligée de passer des nuits blanches parce qu'il fallait que j'attende qu'il rentre pour pouvoir m'endormir. Un jour, un de mes frères me fait savoir qu'il voit la voiture de mon mari dans son quartier garée devant une maison et que parfois il voyait mon mari sortir en serviette pour aller prendre son bain. Elle a dit à son frère que non, mon mari a son cabinet justement dans ton quartier, donc certainement c'est cela, il était en train de travailler et comme son mari lui avait interdit de se ramener là-bas, il lui avait dit si l'enfant ou elle a un problème, qu'elle appelle simplement au téléphone et celui-là va venir les voir à la maison. Elle a appris qu'il y a quelque temps, son mari avait mis enceinte une jeune femme et elle a dit à son mari « Ramène-moi l'enfant ici à la maison pour que je puisse en prendre soin ». Lorsqu'elle ramène l'enfant, elle finit par découvrir que son mari a continué avec cette jeune femme qui, au final, lui a donné 4 enfants. Lorsqu'elle a su... 4 enfants, la jeune femme dehors. Avec la jeune femme de dehors, ouais. Oui. Donc, 4 enfants après, on vivait ensemble et par surprise, il a continué sa relation avec la jeune femme. Conséquence, j'ai décidé qu'il ramène ce premier enfant que j'avais pris à sa génitrice. Aujourd'hui,
j'ai mené mes enquêtes et je me rends compte avec l'accompagnement de mon frère que en fait la voiture était garée devant la maison de cette jeune femme-là. J'ai fini par vivre avec parce que nous sommes mariés sous le régime polygamique, même si je m'attendais à un peu plus de sérieux ou bien de considération dans cette histoire. Là où le bas blesse, c'est que mon mari a commencé à sortir avec la fille de notre locataire qui sortait également avec notre fils et il a mis cette fille enceinte. J'ai été obligée, contrainte, de chasser les parents de cette jeune femme de notre concession parce que la mère de la jeune fille continuait incessamment de nous faire les problèmes. La question que je pose aujourd'hui, c'est parce que j'ai développé des maladies sexuellement transmissibles et qu'à l'hôpital, mon mari a refusé de suivre le traitement alloué par les médecins. Moi, j'ai fini de me traiter avec l'accompagnement de mes frères et de ma mère. Est-ce que je devrais retourner avec mon mari comme cela? Voilà. Il y a plein d'histoires. Hein. Oui. Les gens ont des problèmes incroyables. Oui. Fondamentalement, on va comprendre ici que il y a un souci de, je vais dire, de collaboration avec son voisinage. Oui, la petite fille a 20 ans. Voilà, elle a 20 ans, elle est enceinte à la fois du bailleur. Oui. Hein, le bailleur l'a mise enceinte. Et par ailleurs, la petite fille a entretenu une relation avec le fils de ce bailleur. Oui. Alors, entre-temps, il y a une autre histoire où la maman s'est rendu compte qu'il a fait un enfant en mariage, c'est ça? Avant que la jeune fille de 20 ans n'entre dans l'histoire. Et il fait l'enfant avec une yoyette. Elle prend l'enfant en se disant, voilà, les erreurs, ça arrive, mon mari a fait une erreur, et je prends l'enfant pour qu'il grandisse avec ses frères. Absolument. Et par derrière, son mari a continué au point où, avec l'autre femme, il y en a 4. Au final, la même femme avec qui il a fait le premier enfant. Oui, il y en a 4. Donc, elle a renvoyé l'enfant que, ok, puisqu'il continue, retournez chez votre maman. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est que son mari a chopé, lui ramène des maladies à la maison, et son fils a un peu la sensibilité qui a été blessée. Et il y a la jeune femme de 20 ans aujourd'hui qui est enceinte et les parents font des problèmes. C'est vrai qu'il faut justement piocher, voir l'essentiel, puisqu'il faut en sortir avec des solutions également. Mais surtout, comment le bailleur doit-il se comporter avec ses locataires, fondamentalement? Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on est bailleur, on n'a pas également une attitude, c'est-à-dire du point de vue moral, on ne devrait pas incarner quelque chose de différent auprès justement de ses locataires, au point d'enceinte ses locataires? C'est quand même assez incroyable. Plus grave, discuter la petite avec son fils. On a envie de comprendre. On peut comprendre justement que dans le premier fait... Oui, que ce soit l'effet de la polygamie. Voilà. Mais non. C'est comment vivre avec ses locataires et se faire respecter soi-même comme bailleur. Isabelle Carole, nous sommes tous des locataires, hein? Tous des locataires. Peut-être pas vous, oui. Mais c'est très compliqué. Comment vivez-vous avec votre bailleur? Est-ce qu'il est arrivé au moins un de ces 4 d'avoir un bailleur qui vous ferait des clins d'œil? Si oui, comment avez-vous géré ça? La question est posée trivialement. Bon, j'ai jamais vécu ça, donc c'est assez compliqué. Mais je crois qu'il doit y avoir quand même beaucoup d'écart entre le bailleur et le locataire. Chacun devrait se tenir à carreau, savoir que c'est le bailleur en point, c'est tout. Comment on fait déjà pour être bailleur et avoir et à poser le regard sur le locataire? Moi, je dis, il y a des plats qu'on ne mange pas. Ouais. Peu importe le degré de famine, il y a des plats qu'on ne mange pas parce que c'est un peu comme un cadeau empoisonné. On ne touche pas, c'est votre locataire, un point c'est tout, ça s'arrête là. Vous gérez cette relation bailleur-locataire, vous êtes social en même temps, ça ne vous empêche pas d'avoir un peu d'humanisme vis-à-vis d'autres locataires. C'est-à-dire qu'un bonheur ou un malheur, vous pouvez secourir et tout, mais que ça s'arrête là. Aller jusqu'à entretenir des relations et ce qui est au bout un enfant, c'est quand même assez grave de la part de ce bailleur. Et j'imagine un peu comment la dame en question se sent mal dans sa peau. Parce que le locataire qui sont enceintes aura l'impression, c'est-à-dire que vous mettra, vous, bailleresse, mal à l'aise. Vous serez chez vous, mais elle vous donnera l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas chez vous, ou encore que c'est une maison que vous partagez avec elle parce que désormais elle n'est plus locataire, elle aussi a des droits, elle aussi peut parler dans votre maison et hausser le ton parce que votre mari n'a pas su gérer sa braquette. Donc je crois que ça pose un véritable problème et à la place de cette dame, je crois qu'il y a la bonne chose qu'elle devrait commencer à faire, ne plus partager la même couette que son mari. C'est ce qu'elle fait. Directement, c'est-à-dire que c'est pas à réfléchir par 4 chemins. Ouais.
elle ne devrait plus partager le même lit. De peur de se faire infecter, c'est ça? Elle est déjà infectée, mais elle a eu la chance, elle allait à l'hôpital, elle s'est soignée. Donc ce qu'elle doit faire, ne plus entretenir des relations intimes avec son mari. Et par la suite, vraiment, je crois que le tribunal familial, c'est ce par quoi on décide toujours de passer quand ça ne va pas dans un couple. Quand votre maison ou encore votre foyer bat de l'aile, il faut passer par un tribunal familial et je crois que c'est la meilleure option pour cette dernière. Convoquer la famille, faire un état des lieux. Écoutez, j'aime votre frère, je suis avec lui, mais il ne cesse de m'enfumer avec ses infidélités qui ne s'arrêtent pas seulement à ça. C'est-à-dire que partout où il passe, il fait l'effort de laisser un souvenir. Parce que lorsqu'un homme va et rentre sans laisser de souvenir, c'est certes dur à digérer, mais ça prend du temps que ça prend et ça passe. Mais chaque fois qu'il y va, qu'il vous ramène un enfant, qu'il vous ramène une maladie, c'est assez compliqué. Comment on efface ça? C'est des tatouages assez lourds, des tatouages définitifs. Donc, impossible que ça parte. Et je crois qu'à ce moment, l'amour qu'on a pour son partenaire commence à prendre un coup. Et fin de compte, il dira, ma femme n'est plus présente, elle n'est plus attentionnée, elle n'est plus ci, elle n'est plus ça. Tout simplement parce qu'elle ne se retrouve plus dans la relation. S'il n'aime pas sa femme, ou alors s'il ne l'aime plus, vraiment qu'il choisisse les mots, le cadre, le contexte et qu'il lui dise, chérie, écoute, on est resté ensemble 20 ans, 15 ans, 10 ans, mais je ne ressens plus rien pour toi. Il peut laisser l'opportunité à la dame d'aller se reconstruire sentimentalement parlant. Il y a lieu d'éduquer ici, Mbombengan. Il y a encore une éducation, celle que vous faites chaque jour, celle que vous ramenez en permanence. Il y a lieu d'éduquer à la fois l'homme. Il y a lieu de rééduquer également la femme, peut-être de l'encourager à avoir de bonnes initiatives visant à rassembler sa famille et à encadrer son époux. Qu'est-ce que vous dites à cette femme ce matin qui se plaint? J'allais dire, le coup d'envoi a été mal donné. Oui. Elle va en mariage à 15 ans. Son mari en avait 35. Ils ont 25 ans de mariage. Elle a 40. À 60 de plus. Lorsque une famille envoie un enfant de 15 ans en mariage avec un homme qui a 35 ans, il y a beaucoup de conciliabules qui se passent. Il y a quand même 20 ans d'écart. Hein. Oui, il y a les deux familles s'asseyent religieusement, prennent des engagements. Parce que chez nous, quand on te donne un enfant de 15 ans en mariage, et que l'homme a, ça veut dire que l'homme a fait sa vie, a roulé sa bosse. Qu'est-ce qui l'amène à venir demander la main d'une fillette de 15 ans? Ouais. On voit, est-il veuf? A-t-il divorcé? Est-il qu'est-ce qui? Donc voilà, c'est là où j'ai dit le coup d'envoi a été mal donné. Donc en fait, c'est ce qui a été conclu pendant ce processus, la dot que la femme suit ou se plaindre. Et à ce moment justement où, lorsque la fille va, papa t'apprend ici et te remet au chef de famille de l'homme, il y a des mots qu'on prononce en lui disant, ma fille, elle veut encore aller à l'école, ou alors elle ne va plus à l'école, elle est. Donc en fait, la chaleur que je donnais à ma fille, je voudrais que tu lui donnes la même chaleur. Tu as vu ses yeux, tu l'as vu, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Si jamais, voilà. Et l'autre chose qui accompagnait cela, c'est que au bout de 20 ans, l'homme peut commencer à avoir des pannes mécaniques. On gère ça comment? Apparemment, cette fille a été formée à cela. Elle dit, on m'a même, j'allais dire, appris à supporter la polygamie. Mais l'autre côté, l'homme devait intégrer que, oui, maintenant je vais, au bout d'un moment, je serai en panne mécanique. Ma femme se comportera comment? L'autre aspect, justement, troisième, et c'est ça qui concerne là aujourd'hui, c'est ça que l'histoire parle, la femme est régulièrement victime des MST venant de son mari. Justement, cette fille devait être protégée parce que on lui a donné à un homme qui est à ce mur. La famille de l'homme devait donc l'encadrer. Ouais. Et quand tu gâtes le ventre d'une fille pareille, on te punit. On peut même t'interdire d'entretenir des relations intimes. Ça rejoint le tribunal coutumier qu'évoquait Isabelle. Les ancêtres ont aidé, elle a eu des enfants.
Donc c'est peut-être tout. Bon, il faut qu'elle pose le problème véritablement à la famille, oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est dit premièrement quand on donnait sa main à la famille de son mari, mais on interdit de gâter le ventre de la femme. Surtout encore, et plus grave, si elle est, j'allais dire, elle est considérée même comme ta fille. Généralement, vous verrez certains couples où une femme appelle son mari papa. Vous ne savez pas d'où c'est venu. Donc, en réalité, cet homme, il a des goûts terribles. Maintenant, le problème entre son fils, bon, il n'aurait pas dû quand même venir avec l'enfant d'ailleurs. Et cette fille aussi, tu prends le père, tu prends le fils. Donc, c'est ça je aussi. ne comprends pas le gros cœur des enfants d'aujourd'hui. Alors, Charles Hamel, votre point de vue, les solutions à l'histoire posée ce matin, qu'est-ce que vous dites-vous? Monsieur Michel Ngacho, je suis un peu assommé. Je suis un peu assommé. Pourquoi? Cet homme est un pédiatre depuis le début. Pour emprunter les mots de Dominique Audrey ou Yengalek, c'est un pédiatre depuis le début. Il a une passion poussée pour les mineurs. De par sa femme, de par... Il a commencé par là à 15 ans. Elle devrait comprendre que son mari a une forte propension à aimer plus jeune que lui. Il a connu, elle avait 15 ans. Aujourd'hui, ça avait une fille de 20 ans, il a évolué, M. Michel Ngacho, de 5 ans. Oui, il est resté... Ah oui, il y a des hommes comme ça. Il est resté, oui. Quand sa femme a 30 ans, tu dis qu'elle est vieille. Elle est vieille. Pour lui, dans la tête de l'homme, le gars est resté focus. Il n'a pas grandi, en fait. On a affaire là à un monsieur qui n'a pas grandi, un monsieur qui n'a pas évolué. Il est resté dans ses plaisirs de jeunesse, alors que la libido évolue. La libido évolue, c'est quelqu'un qui est à la recherche des sensations fortes. Il veut que ça vibre, monsieur Michel Ngacho. Quand vous sortez parfois le soir, histoire de vous balader, vous arrivez dans les snacks, vous voyez des papas de 60 ans, 70 ans, ils sont en train de danser comme des jeunes de 15 ans. Ouais. Ils dansent tous les rythmes. C'est lui-même qui va voir le DJ pour dire que, mais attends, mets-nous le morceau, ça sort comme ça sort. Lorsqu'on vous le voyez sur la piste, vous vous dites, mais attendez, monsieur, il y a un rythme. Le gars s'en fout. Il vit, je dis, il vit comme s'il avait 15 ans. Là, après, vous le voyez dehors, comment est-ce qu'il s'habille? C'est papa, c'est Dominique Audrey, et voilà le mot Sugar Daddy, monsieur Michel Ngacho. Donc, il y a des gens pour qui, lorsque le vin vieillit, ça devient encore merveilleusement bon. On va dire qu'il a une très bonne libido, il a une très bonne érection, il n'a pas ce souci, monsieur Michel Ngacho. Peut-être il l'entretient bien, mais il oriente mal. Il oriente mal dans ce sens que il est en train de polluer, monsieur Michel Ngacho, il pollue son environnement immédiat. Il pollue son intérieur, il pollue la vie familiale avec ses enfants, il pollue l'environnement avec les voisins, il pollue avec même sa belle famille. Parce qu'aujourd'hui, la fille a dit à sa belle famille que ce que vous êtes en train de soigner là, le responsable, c'est elle. C'est ce que Dominique nous a dit, puisque c'est la famille qui soigne, c'est MST. Donc vous vous rendez compte que le monsieur, il vit comme un enfant de 15 ans, sans devant, sans derrière, ça sort comme ça sort, il ne regarde rien, il ne pense à rien. La preuve, la femme a fait même partie, la fille, même le mea culpa, c'est à se demander même s'il discute avec son épouse. Donc je pense que l'expression polygamie qu'il a utilisée, signer polygamie comme il a dit, c'était juste une action pour libéraliser, officialiser son immaturité. Non, son immaturité, monsieur Michel Ngacho. Il est immature parce que je ne comprends pas comment un homme dans une cité, votre fils allant avec une jeune fille, vous vous retrouvez là. Ça veut dire que pour lui, la vie, il y a des gens comme ça. Il est polluant. Qu'est-ce qu'on dit? Comment cette femme peut se retrouver, Charles Hamel? Comment peut-elle retrouver? Comment se recadrer? Monsieur Michel Ngacho, le principe bantou, s'il y avait une sentence à prononcer, c'est l'isolation complète et totale. De son homme? C'est tout. Non. De l'homme, du père, du frère, l'isolation totale. Après quand même un conseil de famille. Après au moins un tribunal. Oui, c'est l'isolation totale. On l'isole. On le bannit, oui. On le bannit, plus personne ne lui adresse la parole, plus personne ne s'approche de lui. On le laisse dans son monde. Parce qu'il doit avoir honte
d'avoir eu ce type de comportement. Mais est-ce qu'il y en a qui ont encore honte, Dominique? Non. Quand vous avez écouté l'histoire? Même pas. Même pas. Parce qu'il faut ramener justement celui-là à prendre conscience, ou que ceux qui nous regardent ce matin et qui sont dans cette même veine prennent conscience qu'il faut arrêter quand même. Non, lui, on ne peut pas le sauver. Lui, on ne peut pas le sauver. C'est un vieillard de 65 ans qui choisit délibérément, je ne vais pas dire de gâter la vie, parce que cette petite fille de 20 ans qui se retrouve enceinte de cet homme-là, je ne sais pas quel est l'avenir qu'elle aura. On va me dire peut-être que oui, la polygamie doit être fructueuse, il pourra la prendre et tout. Mais je suis contre ce genre de pratique, parce que même la dame aujourd'hui qui a été élevée par sa mère, elle n'a pas eu de père. Elle a été élevée simplement par sa mère. Sa mère se débrouillait pour elle, ses frères. N'a pas, c'est certainement dit, on lui a dit, vraiment, quand tu vas grandir, sache que l'homme est comme ça, l'homme doit faire ceci et cela. Elle se retrouve dans un environnement où, dès le début du mariage, on a un homme qui découche tous les jours. On a un homme, à 15 ans, lorsque vous prenez l'enfant de quelqu'un chez vous, pour femme, entre guillemets, vous pouvez la scolariser. Vous pouvez lui payer une formation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a une petite activité, elle a sa petite boutique où elle essaye de s'en sortir, mais son avenir aurait pu être autre. Voilà une femme qui n'a pas malheureusement eu le bonheur, je ne sais pas si je dois dire le bonheur, mais elle n'a pas eu suffisamment d'expérience pour savoir comment gérer ce genre d'homme. À la question de retourner au lit avec lui, peut-être si votre corps vous le demande, parce que si je vous dis ici, arrêtez et allez vous mettre avec quelqu'un d'autre, d'aucuns cracheront encore leur venin sur moi, mais je vais vous dire, si vous voulez le faire encore avec lui, protégez-vous, tout simplement parce que le corps a ses besoins. Vous avez déjà connu cette chose, vous pratiquez déjà cette chose, vous avez eu des enfants par là, donc ça veut dire que votre corps a des besoins physiologiques. Comment lui imposer justement des protections à son conjoint? C'est mon corps. Écoute, Ngachou. Non, je pose la question. Oui, c'est son corps, non? Ouais. S'il veut avoir partager son intimité, il se protège. Oui, on contraint. Vous contraint, on fait comment? Si vous ne vous protégez pas, on ne fait rien. C'est mon corps également. Vous n'allez pas me toucher sans vous protéger. Ouais. C'est comme ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous prenez ou vous laissez. Maintenant, s'il refuse de se protéger, parce qu'un homme qui refuse d'abord de se soigner en prétextant qu'il est polygame et tout, vous comprenez qu'il n'est pas de bonne foi. Il va vous réinfecter. Et comment est-ce que vous irez encore dire à vos frères que voilà, je suis encore retombé malade de la même maladie qu'on a soignée récemment? Parce que votre conjoint ne s'est pas soigné. Par rapport à votre fils qui a dû perdre une fille à cause de son père, peut-être votre fils a laissé tomber, mais il y a une rancœur qui va demeurer dans la famille. Et il faut également solder cela. Et je ne sais pas comment vous allez faire, mais essayez de faire comprendre à votre fils que c'est la vie, qu'il fasse table rase de ça, que cet homme reste son père malgré tout. Malgré tout, parce que même si il ne va rien dire, au fond de lui, il y aura une rancœur de son père qui lui a arraché un certain bonheur. Et il faut dire que ses enfants sont quasiment majeurs parce que le dernier né a 19 ans. Donc vous voyez que cette femme a grandi dans cet environnement-là. Aux parents qui envoient leurs enfants très tôt en mariage, prétextant qu'ils ne veulent pas que leur fille verse dans la débauche et tout, vraiment trouver autre chose. Envoyez vos enfants à l'école. La priorité, c'est ça. Le mariage viendra après. Merci beaucoup Dominique Audrey. Dans l'espoir que les parents qui nous écoutent ce matin ont pris assurément l'occasion de faire également leur analyse, ou encore les aînés ou les téléspectateurs. Vous êtes très nombreux. Laissez-nous vos commentaires et avis. Tout de suite la colère, signé Charles Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon dans les hautes herbes du marché d'un pan réalisé à hauteur de 700 millions de francs CFA dans le Dia-et-Lobo, dans ce pays, dans le sud Cameroun. Comment comprendre cette façon de fonctionner dans ce pays? Comment comprendre que le marché d'un pan, village situé à 17 km de l'arrondissement de Saint-Mélima, réalisé à hauteur de 700 millions de francs CFA, soit actuellement dans la friche? Voilà le marché.
700 millions de francs CFA. Comment comprendre cette dépense d'argent inutile qui pouvait utilement servir à viabiliser la route de vin ou encore serait plus utile à Mintom? Qu'est-ce qui justifie l'octroi des fonds pour un tel projet? Est-ce que ce financement répondait même aux besoins nécessaires des populations? Pourquoi est-il dans l'abandon? Ce marché devrait être livré quand? Pourquoi les délais n'ont pas été respectés? Quel était le coût initial? Qu'est-ce qui justifie les écarts constatés? Savez-vous qu'à côté de cela, vous avez une route entrant dans les champs réalisée à hauteur de 500 millions de francs CFA qui à la longue ne servira à rien? Quelle était la nécessité de construction d'un tel marché? Que dire encore du marché moderne de Saint-Mélima, abandonné un an après l'inauguration officielle par le Mindevel? Le 8 novembre 2019, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, procédait à la mise en service officielle de cette infrastructure, dont du chef de l'État aux populations. Le joyau architectural qui aura coûté plus de 4 milliards de francs CFA à l'État est aujourd'hui à l'abandon. Comment comprendre que le marché moderne de Saint-Mélima, situé au lieu-dit Loboyat, dans le Dia et Lobo, région du Sud, inauguré depuis un an, reste fermé et abandonné dans la broussaille, au grand désarroi des commerçants et des populations à qui il était pourtant destiné? À Pang, ça ne marche pas. Marché moderne de Saint-Mélima, c'est encore mort. Quelle était la nécessité de construction de ce type, de ce joyau architectural? Ne pouvait-on pas le construire à Ebolova? Pourquoi aller le construire à Saint-Mélima? Question. Comment comprendre qu'on dit avoir conçu des boutiques pour un nombre réduit de commerçants, seulement loin du centre-ville, obligeant les commerçants à dépenser beaucoup d'argent pour aller leur domicile et le dit marché? Le voici construit pratiquement dans la forêt. Comment comprendre qu'on a inauguré ce marché alors que les problèmes d'indemnisation restaient encore d'actualité pour les pauvres riverains? Comment comprendre que des herbes folles envahissent ces installations toujours fermées et inexploitées? Comment comprendre qu'alors qu'on attendait la mise en service, on a plutôt annoncé le lancement des marchés périodiques prévus pour le 25 septembre? Oui, samedi sera le lancement. On se bat là-bas pour faire décoller ce marché. Mais hélas, les populations n'adhèrent pas. Le maire est allé jusqu'à dire, samedi le 25 septembre 2021, démarrage des marchés périodiques dans ce joyau architectural. Demain samedi. Voilà un marché qu'on a construit à plus de 4 milliards de francs CFA. Voilà un marché qu'on a donné depuis des années. On a inauguré en 2019, 2020. Nous voici en 2021 et c'est le 25 septembre demain qu'une autre solution est envisagée, celle des marchés périodiques. Comment donc comprendre tout ce qui entoure ce mystère, cette cacophonie qui entoure la construction et l'exploitation de ce joyau architectural qui se meurt? L'on apprend que le dépôt des dossiers des commerçants pour l'acquisition des boutiques qui devraient être gratuits a été rendu payant. Les bailleurs véreux se seraient fait verser d'importantes sommes d'argent. Les boutiques, même à ce qui paraît, auraient été confisquées par certains barons du régime qui ont sous-loué. Il y a eu d'autres acquéreurs qui ont ressous-loué. Voilà comment se porte ce pays. Pourtant, ce marché, un tel joyau posé à Ebolova, pouvait permettre à tous. C'est vrai que l'idée du départ était celle de rallier les sous-régions, les différentes populations des sous-régions. Prendre un peu au Congo, prendre en Guinée équatoriale, prendre un peu au Gabon pour rassembler et permettre à ce marché de faire vivre la sous-région. Mais hélas, projet mal pensé, sommes dépensées dans du vide et aujourd'hui, joyau architectural, j'y arrive, abandonné dans le vide. À qui voulait-on faire plaisir? Était-ce au chef de l'État pour dire qu'il a enfin pu laisser quelque chose dans son village ou bien faire, on va dire, plaisir aux populations de la sous-région qui avaient besoin d'un espace? Partir du centre-ville pour ce marché qui est très éloigné demande beaucoup d'argent. Le marché de Pang n'a jamais démarré, le marché moderne n'a jamais démarré, 4 milliards 700 millions dans l'eau.
Une colère que vous exprimez, cher Lamel Bachou, ce matin. Vous parlez bien sûr de Pan, vous parlez de Sambelima, vous parlez des Bolova. Tout ça, c'est Sambelima. Oui, en même temps, le Sud dans sa globalité, qui est la région d'origine du chef de l'État, qui est bien évidemment en place depuis pratiquement 39 ans aujourd'hui. Au moment où vous parlez justement, il y a des images qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux montrant des cylindrés qui sont entrés dans la ville ou dans Sambelima dans la globalité pour appeler les populations à donner leur voix pour le renouvellement des organes de base du Parti de la Flamme. Et quand on parle bien sûr du Parti de la Flamme, au moment où nous parlons également, les premières images nous sont parvenues, autant pour moi, très vite ce matin, où la résidence du sous-préfet de Bembis a été mise à feu, oui. Parce qu'en réalité, on estime que celui-ci a mis son doigt dans l'affaire du Parti de la Flamme. Alors, qui, finalement, dans le Parti de la Flamme, aurait choisi d'incendier la résidence du sous-préfet? Ben, on a très bien peur. Mais maintenant, pour revenir sur la question des marchés, là, Bonbon Bengan, on a quand même des marchés construits. À la fois Pang, qui aujourd'hui se retrouve dans la broussaille. 700 millions. On a 700 millions quand même. On a le marché central. Le marché moderne. Marché moderne, autant pour moi, qui a été construit un peu plus loin, pratiquement à des kilomètres justement de Sambelima. Alors, oui, des intérêts. Mais on dit que là où la route passe, le développement suit. Pourquoi ici, le développement tarde à suivre? Au point où on impose aux commerçants d'aller inaugurer ce marché le 25 septembre prochain. Parce que la route ne passe pas. Non. Je vous renvoie à un livre, Charles Ateba Yéné, de glorieuse mémoire, parce que j'entends les gens dire fait-elle ou le regretter. De regretter mémoire. Il faut aussi. De glorieuse mémoire. Voilà. Il faut, quand c'est bon, vous dites c'est bon, tout le monde qui est parti. Lui, Charles Ateba Yéné, de glorieuse mémoire, avec combien d'ouvrages? Vous avez vous rappelez le titre? Le paradoxe du pays organisateur. Le paradoxe du pays organisateur. Ouais. Élite productrice ou prédatrice. Le cas de la province du Sud, 1982-2007. Ce livre avait fait des émules. Qui est devenu rare, pratiquement introuvable aujourd'hui. Oui, tout à fait. On avait d'ailleurs voulu que ça ne sorte pas. Ouais. Donc il posait la question de savoir, mais attendez, ils occupent tout, DG, ministre, les avait comptés. Il dit, après vous allez dire que votre frère ne vous a pas mis dans des postes où vous pouvez participer au développement. Je lui avais dit à l'époque, mon fils, les élites n'ont pas vocation à développer les régions. Parle à l'homme lui-même développer. Mais bon, c'est pas ça. En fait, ça les a amenés à une situation, j'allais dire, de prévarication poussée. Faire des choses comme ça. Bon, Mongo Betty, en traitant son ami et camarade de lycée, d'université, Ferdinand Oyono, il disait souvent, bon, ce n'est pas l'avantardiste de boulot. Voilà, c'est Mongo Betty qui le disait. Donc, en fait, ici, il se passe que les élites, ça les a réveillés, ils se sont dit, mais effectivement, le président de la République, Paul Biya, risque de partir, il y aura quoi chez nous? Quand il y aura quoi chez nous, on a commencé à jeter l'argent. Ça, c'est jeter l'argent. Je pense que Charles Lamel fasse une chronique spéciale pour le marché des meilleurs messales. Ouais. J'y arrive. Voilà. Donc, vous venez voir, d'abord, quelles sont les populations qui vont à ce marché. Voilà. Alors que Douala seul a besoin au moins de 6 marchés de ce type. Ouais. Yaoundé n'a pas de marché. Il a dit Ebolova. Pourquoi Ebolova n'a pas de marché? Voilà. Donc, et ça m'a rappelé, quand j'ai discuté avec Charles Ateba Yéné, je lui ai dit, ça me rappelle quelque chose. Parce que après la construction du barrage hydroélectrique de Sondolo, c'est le barrage à côté des DA de Sondong qui était construit. Et il a dit, bon voilà, on dit, mais monsieur le directeur, pourquoi tous les projets vont chez les Bassa? Il dit, mais non. Après une autre réunion, on dit, le barrage, la construction de port en eau profonde à Limbé. Voilà, parce qu'en fait, il y avait un port qu'on aurait pu conduire depuis Victoria. Mais non, on n'a rien construit. On commence à lancer Kribi. Kribi n'avait jamais été. Pas du tout. Vous voyez pas donc que, et même Memvele. Le barrage. Le barrage de Memvele n'était pas dans la programmation.
Donc c'est comme ça que les projets ont commencé à venir. Il faut qu'on amène ça chez nous. Il faut qu'on amène ça chez nous. Il faut qu'on amène ça chez nous. Qu'on amène ça chez nous, d'accord, c'est le Cameroun. Tout le Cameroun doit être développé. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les... Alors, vous avez votre terme économique là. Quelle est la plus-value? La plus-value. Quelle est la plus-value en allant jeter l'argent en pleine forêt? C'est bien dommage. C'est pour gagner quoi? Bon. Merci beaucoup, Mbon Bengan. Isabelle Carole construit des marchés justement et les abandonner comme c'est le cas. Oui, bon, est revenu dans sa globalité. Je vais dire mettre le doigt dans la fourmilière fondamentalement en convoquant ce livre de Charles Ateba-Yené de glorieuse mémoire aujourd'hui. À quoi sont-ça servi de mettre ces marchés là-bas si les populations elles-mêmes ne se sentent pas intéressées à y aller? Je prends le cas justement du marché régional où ils estiment que les boutiques non seulement sont très chères, les taxes sont surélevées et la mobilité pour partir de la ville pour ce marché aller-retour, c'est incroyable pour eux. Ils préfèrent se contenter de 500 francs par jour que de payer 1000 francs aller-retour. Vous comprenez ça? Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un gâchis. C'est un gâchis. Prendre autant d'argent, mettre dans un espace, ne même pas l'achever, qu'il ne soit même pas opérationnel, et de dire encore aux populations, écoutez, c'est pas la priorité pour une population comme celle-là. Projet mal pensé. Oui, c'est très mal pensé, c'est très mal exécuté, parce que le site en lui-même est mal choisi, l'emplacement et tout. Et jusqu'ici, elle ne bénéficie pas de cela. C'est-à-dire que vous avez tout fait ça. Vous avez fait cet investissement et vous n'arrivez même pas à ouvrir ce marché. Encore que même s'il est ouvert aujourd'hui, comment feront-elles pour y aller, pour revenir en termes de transport, en termes de coûts, en termes d'état de route, en termes de bénéfices? Parce que justement, lorsqu'on se lance dans une telle activité, il faut que la marge de bénéfice soit assez conséquente. Mais si vous vous lancez dans une activité où le bénéfice ira sur le transport, ben, décidément, autant mieux rester devant votre porte. Mais là, la question du marché sous-régional que l'on souhaiterait bien imposer là-bas, est-ce que c'était nécessaire au moment où nous parlons? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que jusqu'ici, même ce qui a été fait n'a pas pu être effectif. Est-ce que tous ces fonds ont été utilisés pour ce marché? Moi, je me pose bien la question. Ouais. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi avoir déboursé autant d'argent pour cela? Quand vous regardez Métropole Douala, Yaoundé, vraiment, quand on a regardé les images ou encore le plan, ben on a assoiffé de ça ici. C'est très beau, hein, il faut le reconnaître. On est assoiffé de ça ici. C'est très beau, hein. Le plan, il est très beau. Ouais. Mais il est où? Il est enfui où? Ben, c'est comme si vous construisiez, c'est pas dans un raveau ou encore au milieu de l'eau. Qui ira? Qu'est-ce qu'on fera de ça? Ouais. Donc, moi, je crois qu'on a besoin de pouvoir répartir aussi. De se dire, si on veut construire un marché, de pouvoir le construire, de pouvoir bien le construire. En fait, pouvoir faire des plans qu'il faut, là où il faut, repenser cette politique-là et pouvoir amener des projets à terme. Pourquoi est-ce qu'on va commencer un chantier comme celui-là et après on parle d'abandon? Pourquoi est-ce qu'on devrait l'abandonner? Parce qu'on se rend compte que ça a été forcé dès le départ. Peut-être en et une absence de suivi. Sur la nécessité en même temps de construire ces marchés ou ces marchés à ces endroits véritablement, puisqu'on ne trouve pas l'intérêt aujourd'hui. Forcer les populations à y aller, elles ne veulent pas. Mauvais projet. Michel Ngachou, on sait tous comment les populations, lorsqu'elles observent qu'il y a simplement un projet de construction d'un marché, à court pour avoir de l'espace, même sur les trottoirs. Les commerçants se disputent tous les jours pour avoir un brin de place. Ben, si vous voyez un marché construit comme celui-là, où des commerçants ne s'empressent pas à y aller, ben, on n'a pas besoin de midi 14h pour comprendre qu'on est à côté de la plaque. Que dites-vous, Dominique Audrey? Ce que je dis, c'est que je suis de ceux qui pensent que à chaque endroit du Cameroun, on devrait avoir tout. Donc moi, je n'ai pas foncièrement de problème avec le fait que Saint-Mélima ait son marché. Parce que j'estime que à Batouri également, on doit avoir des marchés. On doit avoir des marchés un peu partout. Vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait un arrière-pays et qu'on dise que puisqu'on n'est plus nombreux à Douala ou bien qu'on est trop nombreux à Yaoundé, il faudrait exclusivement qu'on mette certains projets. Non, vraiment, pour moi, chaque localité devrait avoir ça pour qu'on ne puisse pas avoir la surnumération de population qu'on a aujourd'hui à Douala. Parce que l'exode rural voudrait que quoi? Puisqu'il n'y a pas de moyen d'écouler les marchandises pour les petits producteurs, on est tous obligés de venir ici. Pourtant, si on a des espaces où on peut écouler les marchandises, aller à l'école, se soigner, on n'aura plus les gens qui affluent vers les principales villes. Donc, le seul reproche
qu'on peut faire aux gens qui ont implémenté ce projet, c'est qu'ils n'ont pas pris la peine d'étudier d'abord la cartographie. Ils n'ont pas pris la peine de faire des études préalables. On revient au projet de recensement des populations, les besoins premiers. Tout à fait. Jusqu'ici, on revient à ce souci-là. Donc, on n'a pas pris la peine. On ne dira pas qu'à Saint-Mélima, il n'y a pas un problème de marché. Mais il y a forcément. Il y a un marché en Saint-Mélima. C'est la forêt. C'est dans une forêt qu'on a défriché. On ne construit pas les marchés en plein centre-ville, puisque les centres-villes sont déjà occupés par des habitations. Comme, regardez le marché de Melaine. Avant, on avait le marché en haut, à côté du CHU. On a dû délocaliser le marché de Melaine pour l'envoyer en Vogue-Betty. Avec le temps, les commerçants et les habitants s'habitueront au fait qu'on ne va plus au marché à tel endroit parce qu'il y a déjà un peu trop de maisons aux alentours. Maintenant, on leur donne un espace approprié. C'est comme ça que les choses se font. Préalablement, il doit y avoir une étude qui dit que voilà, ici à Saint-Mélima, on va mettre un marché, on va mettre une infirmerie, un certain nombre de choses. Donc, si on avait fait des études préalables, on ne serait pas aujourd'hui en train de se plaindre de cela. Parce que oui, le Cameroun a besoin d'infrastructures. Le Cameroun a besoin d'infrastructures un peu partout. Donc, si on en a fait à Saint-Mélima, il faudrait qu'également qu'on parte du sud, qu'on puisse le faire à l'est, à l'ouest, un peu partout. Charles-Amel. Non, si tu peux pas avancer à la main. Je comprends Dominique, mais non. Ici, on ne fait pas l'histoire avec les si. Ils n'ont pas fait des statistiques, donc ils ne doivent pas faire de marché. Première chose, oui. Aucune étude. Oui. Deuxième chose, celui qui est là, c'est quand même lui qui a terminé le 5e plan quinquennal. Et dans la feuille de route qu'on lui a transmise, effectivement, la politique primordiale, c'était contenir l'exode rural. Tout à fait. Il ne l'a pas fait. Voilà. Il ne l'a pas fait. On lui a dit, dans le point 1, l'intensification de la politique de transformation des matières premières locales. Mais où est Midevivre qui était à Yaoundé? Donc, quand on se lance à cela, on devait donc justement avoir ce qu'Aïdjo appelait une décentralisation industrielle. Où en est-on? Ça veut dire qu'il y avait un placage à l'est, c'est où aujourd'hui? Donc en fait, c'est que je voulais... Charles, on va sortir justement. Vous trouvez justement, la question de la nécessité ne cesse d'être posée ce matin sur l'existence de ces marchés-là. Je vous assure, il n'y a rien à dire. Le travail est parfait. Il n'y a rien à dire. Le travail est parfait. On salue le génie militaire. Pour le marché moderne, oui, on salue. Le génie militaire a fait un travail incroyable. Le marché est parfait. Maintenant, quelle est l'utilité? Qui vient vendre? Qui vient vendre? Ça sert à qui? Qui l'occupe? Ça sert à quoi? Vous avez vu des images, si la régie peut permettre, de toutes les autorités qui sont descendues. Les mêmes autorités, le directeur du FECOM, tous, le directeur du FECOM, même c'est le pauvre Akwa Philippe, qui a fait déjà 6 tours, je dis 6 tours, pour poser la question, ce marché n'est pas occupé, pourquoi? On lui dit que toi, même prends la moto, si tu payes, tu pars là-bas. Tu fais aller-retour, tu vas voir combien ça prend d'abord en termes de coût de transport. Mais premièrement, pardon, il a ses voitures. Non, mais c'est lui qui habite là-bas. C'est la population qui pose la question. Voilà. Deuxièmement, il faudrait, vous savez, le marché, les gens se déplacent en fonction, les gens dépensent en fonction de leurs moyens. Est-ce que la ville de Saint-Mélima, les populations ont suffisamment de moyens pour dépenser 500 francs aller, 500 francs retour, pour aller faire des achats de 2000 francs? C'est-à-dire la ration déjà là-bas, à hauteur de Saint-Mélima, la ration peut être dans l'ordre de combien? C'est des questions qu'il faut se poser. Monsieur Michel Ngachou, vous avez, départant de là, le coût de transport, le transport des marchandises, pour se retrouver là, le coût locatif. On a une infirmerie, dont parlait Audrey, il y a une infirmerie, il y a des toilettes. Vraiment, c'est moderne, monsieur Michel Ngachou. Ce marché, c'est le marché qu'on aurait aimé avoir ici à Douala. On aurait eu l'avoir à Yaoundé. C'est vraiment moderne. Mais on l'a envoyé à Saint-Mélima, c'est pas mauvais, on ne s'en plaint pas. Mais pourquoi les populations n'occupent pas? Le maire de la ville est allé jusqu'à créer un festival. Donner même les boutiques gratuites que venaient prendre pour le festival, c'était le test, pour faire venir les commerçants. On a dit que reste avec ton affaire là. On connaît comment là où tu vas. Là où ça sent bien. Les populations préféraient venir assister au concert. On a fait venir des artistes de partout qui ont joué pendant toute cette semaine. Après ça, c'est resté vide. Parce que les populations ne comprennent pas ce qui est fait pour vous, sans vous, et contre vous, monsieur Michel Ngachou. Il est descendu.
On a lancé, le maire est parti jusqu'à prendre des mesures en disant que, c'est demain, hein, le 25, M. Michel Ngachou, qu'ils ont décidé qu'il y aura un marché périodique, on va aller chasser les populations. Ne soyez pas surpris que les caméras vont donc filmer en disant que les populations sont en train de bouder le fait qu'on les chasse désormais de l'ancien cadre, parce qu'on parle sous cadre déjà de casser les anciens pour les obliger à descendre de ce côté. Est-ce que les populations vont se sentir à l'aise? A-t-on donc besoin d'aller à ce niveau? Monsieur Michel Ngachou, vous vous rendez compte? Les populations accusent le fait que certains barons aient pris toutes les boutiques et sont en train de sous-louer, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut dénoncer. Vous voyez donc que toute une région, on a le marché de Pang. Le marché de Pang, la zone de Pang, M. Michel Ngachou, à 17 km de Saint-Mélima, a déjà combien en termes de population pour qu'on aille construire un marché de 700 millions de francs CFA? Pour combien de personnes? Pour qui viendra acheter? Qui ira où avec? Vous vous rendez compte que ça, c'est véritablement problématique. Et comme Momogla dit, de l'argent jeté pour plaire à qui? À quoi? Allons encore consulter ce livre de Charles Atebayene de glorieuse mémoire sur le paradoxe du pays organisateur. En même temps, comment comprendre qu'on en soit arrivé là aujourd'hui? Les questions sont posées, madame, messieurs, restons sur Equinox Télévision. Bon retour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue. Si à l'instant vous vous joignez à nous sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, qui comme chaque matin a une belle mission, vous servir. Au-delà de vous servir, nous nous posons de réelles questions. Et une question évidente ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Olivier Bibou-Nissak, qui, dit-on, est malade. Les informations, bien sûr, relevées à bonne source, nous laissent entendre que Olivier Bibou-Nissak ne se porterait pas bien. Et depuis hier quand même, son état de santé aurait pris un coup incroyable. On attend bien sûr au courant de la journée d'avoir donc l'information là-dessus pour au mieux justement vous informer. Mais surtout, on est aujourd'hui le 23 septembre 2021. Si on peut le dire jour pour jour, ça fait un an que les Camerounais avaient choisi de rentrer dans la rue à l'initiative justement du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui avait appelé le gouvernement à rendre des comptes concernant l'organisation de la canne glissée, souvenez-vous de 2019, à stopper au plus vite la guerre dans les régions anglophones du Cameroun et surtout à repenser à un code consensuel du code électoral, à un code consensuel justement de la loi électorale au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Ils sont 124 Camerounais du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, encore dans des prisons, qui sont retenus là-bas parce qu'ils ont choisi de marcher avec des armes de paix en main. Ça fait un an qu'ils sont retenus dans les prisons camerounaises. Ce 23 septembre, quand même, on devrait marquer une minute Charles Bachou pour non seulement rendre hommage aux combattants camerounais, ceux qui veulent la paix, ceux qui marchent pour la paix et qui sont embastillés aujourd'hui pour la paix. Le peuple camerounais peut-il peser de son poids pour que ces Camerounais, 124, puisqu'ils restent encore là-bas, recouvrent mon 116 qui sont poursuivis pour insurrection et les 8 autres qui ont été jugés et condamnés à 2 ans dans un tribunal civil? Oui, M. Michel Ngachou, il faudrait que nous aussi nous associons nos voix aux 2 ONG, Amnesty International et Human Rights Watch, qui ont demandé à la libération de ceux-là. Ils sont là pourquoi? Ils sont en prison pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient demandé la paix dans les régions anglophones, la paix au Cameroun. Comment demander la paix et devenir un ennemi de la République? Jusqu'à ce jour, M. Michel Ngachou, lorsque vous observez, vous avez le regard, a-t-on retrouvé cette paix dans ce nord-ouest et ce sud-ouest? Non. Chaque jour, j'ai de la peine, M. Michel Ngachou, lorsque je vois des convois qui passent avec des corps, lorsqu'on voit des images où les camions des forces de défense explosent sur les engins explosifs improvisés. J'ai mal à me demandant, mon Dieu, quand j'ai vu encore cette vidéo de ce prêtre, M. Michel Ngachou, qui est au bord des larmes en disant arrêtons, envoyer ce message au chef de l'État. Et ces gars, ils font quoi? Ils n'ont demandé que la paix. Que la paix. Ils avaient les mains levées, l'arbre de paix entre les mains en ce coin. On est arrivé, M. Michel Ngachou, sur 500, on a libéré, on a gardé 124. Allez savoir pourquoi est-ce qu'on les garde? Non. C'est très dangereux quand même. M. Michel Ngachou. Dominique Audrey, un an après, qu'est-ce qu'on dit? Ces Camerounais ont bravé. Ils y sont encore. Mais est-ce qu'on va leur dire de l'endroit où ils sont qu'ils sachent que vos cœurs battent au même moment, au même rythme que les nôtres ici? Quoi que nous soyons à l'extérieur, mais on est tous dans un même enclos, l'enclos colonial. Oui, mais eux, ils sont à l'image de ceux qui, malgré qu'ils soient dans l'enclos, ont décidé de revendiquer leur liberté.
Le combat qu'ils ont décidé de mener, qu'ils ont choisi de mener aujourd'hui, n'est pas différent du combat qui a mené Oumyobé et ses compères à la tombe. Parce que eux, ils ont dit, on veut un Cameroun totalement indépendant, et ils sont où ils sont aujourd'hui. Eux également, ils ont dit, on ne voudrait plus que nos frères, les militaires, tombent. Vous avez vu l'image de la veuve devant la photo de son mari? Oui. Voilà, ça fait très mal. Voilà. On va peut-être nous rapidement parce qu'on va prendre les messages, c'est important. Qu'est-ce que vous dites de ce 22 septembre 2020, un an après? Que la lutte continue. Ça fait partie des derniers mots qu'a prononcé Ernest Ouandié le 15 janvier 1971. Il a dit la lutte continue. Et le sang des martyrs est une sémence du nationalisme. Donc ils pensent que leur moment n'est pas vain. Et nous associons nos voix aux voix de tout le monde qui demande la libération. Ils n'ont commis aucun péché. Et si vous permettez, Thomas Sankara disait à son époque, vous tuez Sankara aujourd'hui, il y en aura 1000 demain. Vous emprisonnez Biboun Issac, Salman Béas, professeur Fogué et les militants de Stand Up for Cameroun, il y en aura d'autres demain. Très bien. Voilà. Il faut trouver justement des sorties de paix. Toujours est-il que Thomas Sankara, pour le convoquer encore, disait que seule la lutte libère. Isabelle Carole, les messages. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant l'histoire du jour, on comprend que cet homme est vraiment immature. Comment peut-il aller au lit avec cette fille? Pourtant, il connaît qu'elle est avec son fils. Comment aura-t-il le courage de regarder son fils en face? Que cette femme et son fils fassent le ménage dans leur vie pour ne pas tout perdre. Signé Poro depuis Château d'Eau. Voilà, je crois que c'est du côté d'Eido. Autre réaction, ce gouvernement est un gouvernement de bandits à des fins égocentriques et intérêts personnels. Ces projets-là sont des gâchis financiers, un gaspillage, un gouvernement à politique du ventre. Donc tout ce que ces élites ont vu comme héritage du chef de l'État, c'est de construire des marchés dont ces 4 milliards et 700 millions en pleine forêt. Est-ce que c'est pour les animaux? Que Dieu nous vienne en aide pour sortir ce pays de la merde. Ce marché est trop classe, mais c'est juste un pot de fleurs à l'abri du besoin. Mais espérons que dans un futur lointain, ce sera utile. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que à Douala, comme à Yaoundé et dans bien d'autres villes, on a besoin de ce genre de marché, mais hélas, on n'en a pas. Vraiment, c'est un gâchis énorme. Pourtant, les grandes villes comme Douala et Yaoundé n'ont pas ce type de marché. J'ai vraiment mal quand je vois tout ce désordre orchestré par l'État. Que dit le chef de l'État pour cette situation? Vous avez l'usine de transformation de manioc là-bas, vous avez les tracteurs de ce côté, vous avez... C'est plein, monsieur Michel Gatou, vous avez certaines personnes, peut-être de regretter mémoire, qui ont conçu des routes à hauteur de 500 millions qui ont dans les champs. Des projets de route qui devaient aller ailleurs, qu'on a conçus dans les champs à hauteur de 500 millions de francs CFA. Allez découvrir là-bas. Mais je dis toujours, comme on nous l'a dit ici il y a 2 semaines sur le plateau, qu'après le décès d'Aïdio, il y a eu cette fameuse expression selon laquelle un bon Bengan, un éléphant est tombé à Yaoundé, que chacun aille prendre sa part. Et Charles Assalé. Un éléphant est tombé à Yaoundé, que chacun aille prendre sa part. Donc il y a justement, chacun a tiré sa petite part dans l'éléphant. Et voilà, nous en sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand vous entendez l'expression le gâteau national, ça vient de là. Voilà. Donc en fait, il dit, ne travaillez pas, chacun prend sa part, rentre chez lui. Donc en fait, il n'y a pas Charles Assalé, c'était justement des personnes qui étaient supposées incarner quand même une image particulière pour l'évolution du Cameroun. De toutes les manières, non, parce qu'il était là à la création de l'Union des populations du Cameroun le 10 avril 1948, mais un peu avant, parce que Moumé Etia, de glorieuse mémoire aussi, il l'accusait, parce que Charles Assalé est de ceux qui ont fractionné le syndicalisme au Cameroun. Il part pour une réunion, l'Union générale des travailleurs du Cameroun, qui a donné naissance à l'Union des syndicats confédérés. Il vient là-bas avec une autre branche, la SFIO.
au récit, en fait, pour briser le combat que les syndicalistes menaient. Et là, c'est de regretter mémoire, hein, oui, et non de mémoire glorieuse. Voilà. Il participe à la... Donc, 2 jours après, il dénonce la création de l'UPC. Isabelle Carole, le pays va bien. C'est incroyable parce que vous vous rendez compte en fait que le mal est profond. C'est profond. Le mal est profond. Il faut connaître cette histoire-là. C'est pour ça que vous dites, même certains acteurs que vous voyez, vous entendez les noms, les grands noms. Bon, pour vous, c'est des grands noms. Mais en France, par exemple, vous avez vu qu'on a chassé un vieillard de 80 ans. Il s'appelait Maurice Papon. Parce que dans la mémoire de la France, Papon avait trahi. Et on ne peut donc pas admettre quelqu'un qui a trahi l'orientation du peuple français. Voilà. À 80 ans, on le pourchassait comme un rat. On va prendre des messages d'Isabelle Carole, parce que là, s'il faut bien sûr s'arrêter sur les faits d'histoire, bon, on nous prendra toute l'émission. Hein. Évoluons. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, je pense que cette dame doit faire attention avec son gigolo de mari, mais surtout pour sa santé. Nous sommes au niveau des IST. Bientôt sera le VIH pour sa épouse. C'est déplorable. À 20 ans, elle couche avec son grand-père. Son avenir sera sans issue. Elles sont nombreuses comme ça. Hein. Ils font quoi? Qui vont avec plus vieux qu'elle. C'est pour ça aussi qu'elles vieillissent vite. Elles vieillissent trop vite. Elles vous diront qu'avec plus jeune, elles vieillissent trop vite. Hein. Ouais, une fille qui était belle, hein, et après... Le père qui couche avec la copine de son fils, c'est un pédophile, reste maintenant sa propre fille. Sa femme doit simplement le quitter. Le message n'est pas signé. On ne quitte pas ce genre de personnes. On se sépare de chambre. Parce qu'il y a que vous devez faire grandir vos enfants dans un cadre familial. C'est-à-dire, et que à ce moment-là, ce n'est pas la femme seule qui gère le problème, c'est la famille et c'est la société. On le met en quarantaine pour que les enfants aient honte. Parce que, en fait, ce qu'on appelle même ancêtre, tout le monde n'est pas un bon ancêtre. Quand vous avez commis de tels actes et que la société vous a puni, vous a mis en quarantaine, vous devez chercher les moyens de vous repentir. Si vous ne vous repentissez pas, vous mourrez comme ça. Donc, et vos enfants, pour qu'ils émergent, il faudrait qu'on coupe les liens qui peuvent les unir avec un tel père pédophile, un père aussi bandit, aussi maniaque et tout ça. Voilà. Réaction Isabelle Carole. Autre réaction, bonjour le Zénith. Comment faire pour parvenir des histoires? Vous nous écrivez, tapez simplement Dominique Audrey Oyengelek. Allez taper, cherchez sur la toile, hein, sur Facebook, ou encore Michel Ngachou officiel, ça ne vous dérange pas. Michel Ngachou officiel, vous me trouverez et puis vous envoyez vos histoires. On les rassemble et on envoie à Dominique Audrey. Voilà. Michel Ngachou officiel ou Dominique Audrey Oyengelek officiel. Pourquoi pas Isabelle Carole Zopet, il y en a. Bonbon Bengan Kenji également. On peut en trouver, n'hésitez pas. Voilà. Cet homme est immature, mieux je reste sans homme au lieu d'être avec ce genre-là. Le message... Il ne faut pas seulement qu'il meure sur l'enfant de quelqu'un. Hein. À cet âge-là, on a le cœur fragile. Bonjour, la famille de la jeune fille enceinte devrait porter plainte à ce monsieur de 65 ans. Et quant à sa femme, qu'elle n'entretienne plus de rapport avec lui, c'est un... Non, on ne va pas dire ça ici. Voilà. Le mot n'est pas agréable à entendre. Bonjour à vous sur le plateau. Ce bailleur est un danger, mais il n'est pas le seul méchant. Cette jeune fille est une arriviste. Les petites filles de nos jours qui courent après les portefeuilles des autres, elles méritent une bonne correction de la part de sa bailleresse. Les filles avec le gros cœur, tu manges le fils qui te donne 5 000 et tu manges le père qui te donne 10 000. Ma mère quitte cet homme. Jasmine de Pignala. Génie. Vous avez dit qu'elle fait la somme. Quand le fils donne 5 000, le père donne 10 000 et quand elle additionne les deux, ça fait 15 000. Ça fait 15 000. Voilà. C'est les 5 000 que le père a donné en plus. Alors, je dis honnêtement, ça peut faire rire, mais il y a de quoi interpeller nos petites sœurs à faire attention. Il y en a qui trouvent du plaisir, un malin plaisir à vous dire, vraiment, je me sens bien avec les pères. Ils sont fructueux. Hein? Ils sont fructueux. Ils sont fructueux. C'est tout. Non, foutus. C'est ce que ça veut dire. Ils sont fructueux. fructueux. C'est ce que ça signifie. Je me sens bien avec les pères.
Bon, en fait, nos petites scènes le disent, dans les quartiers. Celles d'aujourd'hui le disent, pourquoi? Parce que les hommes âgés ont la tendance à être moins chiants que les plus jeunes. Ouais. Et à côté de ça aussi, ils ont la facilité à dégainer. Ouais. Bon, maintenant, les filles qui apprécient les hommes matures, c'est qu'ils sont mûrs, en fait, dans la tête. Parce que les jeunes, vous avez 28 ans et vous êtes avec un garçon de 32 ans, vraiment, ce sont des casse-pieds. Alors que, malheureusement ou bien heureusement, les hommes un peu plus âgés sont un peu plus posés, un peu plus matures. Vous êtes d'accord avec ça? Ont la facilité à gérer certaines choses. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur les Mathieu? genoux là, les vieux vont vous arracher les femmes parce que vous êtes des enfants, des gamins. Ne dites pas que vous avez des appétits quand même en ce sens à Dominique Audrey. Chez Charles Hamel, vous devez bien rebondir là. Les jeunes filles d'aujourd'hui aiment la liberté. La liberté, le vieux ne contrôle pas. Tout à fait. Eric, vous voyez, le vieux ne contrôle pas. À 19 ans, il est accouché chez lui et dehors. La petite peut sortir, le vieux part avec toi, il passe le temps à dormir. Donc il arrive là et le vieux ne fatigue pas. À 2-3 minutes, il dort déjà. Il dort. Ils appellent les vieux facilement gérables. C'est des gens qu'on gère facilement. Donc ça veut dire que c'est un vieux de la vieille. Un gars de 32 ans, avec qui? Tu fais quoi? Il demande à 2 à 3. Donc pour Dominique, ils sont moins chiants. Oui. Non, question maturité, ils sont plus matures que les jeunes de nos âges. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Les jeunes auront des difficultés à comprendre. Mais ne le dites pas et que nos petites soeurs qui nous regardent là aient l'impression que pour qu'on s'entende bien, c'est avec les papas. C'est pas ce que j'ai dit. Non, être avec un homme. des incompréhensions. Oui, elles vont mal comprendre. Moi, je sais ce que je dis. Audrey a condamné cela, mais elle explique seulement pourquoi cette tendance. Pourquoi? Voilà. Une femme aura la propension, une femme de 30 ans se verra facilement avec un homme de 50 ans parce que l'homme de 50 ans est plus mature, est plus mûr dans la tête. Contrairement à un homme de 32-35 ans qui est agité comme s'il vient d'avoir la puberté. Oh là là. Oui, ben non. Ce sont les réalités du terrain. Il y en a qui à 25 ans sont super responsables. Parce que Charles Hamel va vous appeler. Il y en a qui à 50 ans, comme le monsieur dont on parle, n'est pas responsable. Bon. Donc oui, voilà, c'est mitigé. Ça, c'est le mais comme quelqu'un dit souvent, comme d'aucuns disent souvent, c'est une question de maturité. Comme d'aucuns disent souvent, l'homme comme la femme, c'est la chance. N'est-ce pas? Oui. Vous croyez? J'ai l'impression. Il faut faire le bon casting, comme je l'ai toujours dit. C'est important. Des messages. Mon grand-père me disait toujours que si tu veux vivre en paix et longtemps sur terre, il faut éviter la femme, l'argent et le terrain d'autrui. Alors le père doit savoir qu'il a créé lui-même la guerre froide dans sa maison, car son fils ne va plus totalement le considérer dans sa vie à cause de sa tombe qu'il a creusée. Est-ce que les filles manquent dehors pour qu'il prenne celle de son fils? Abdias Roussaï depuis Soa. Justement là, ça revient donc dans la théorie de la complexité. Ça veut dire que si cet enfant va de son propre gré commencer à vouloir corriger quand j'allais dire la rancœur contre son papa, il peut plutôt avoir une malédiction. Or, c'est là où la famille doit intervenir pour corriger les écarts de ce papa-là. Très bien. Allez, on poursuit l'autre message avant de prendre Constille Lamine, je vous en prie. Cet homme, c'est juste un pédophile doublé d'un pervers narcissique. Au nom de quel libido se mettrait-il en couple avec une gamine, laquelle gamine étant déjà en relation avec son propre fils? Que cette dame préserve sa santé retrouvée et qu'il reste de vie en se séparant de lui sans détour. Voilà. Donc, oui, poursuivez. Cet homme est vraiment un pervers sexuel. Moi, à la place de la dame, je prends juste soin de mes enfants et plus entretenir des relations avec son mari. Quelle image aura cette femme face à ses locataires? Est-elle véritablement bailleresse ou coépouse? Même avec le préservatif, ce monsieur ne mérite plus que cette dame fasse crac-crac avec lui. Il mérite d'être banni de la famille. Il a pollué l'atmosphère familiale. C'est un plaisir, madame, messieurs, de partager en même temps cette tranche d'antenne avec vous. Et comme vous le savez, depuis un petit moment, il n'était pas parmi nous, mais là ce matin, c'est Constille Lamine qui nous retrouve avec Sorepco ce matin. J'espère qu'il va bien, qu'il est bien positionné, mais surtout Constille Lamine. Est-ce qu'on peut la voir finalement? On voudrait être sûr que avec Constille Lamine, on pourra bien sûr évoluer, oui. Et le projet Sorepco,
Ça va, Constilamine? Bonjour. Ça va très bien, ça va très très bien. Mon Constilamine, Madame Michel, nous poursuivons cette édition avec vous. Et puis, des questions sont posées autour de ces images qui tournent sur les réseaux sociaux. Isabelle Carozepet, avant d'y entrer, puisque vous avez bien évidemment vos papiers sous la main, je voudrais quand même revenir sur ce qui s'est passé à Bembis. Ou bien on refera ça plus tard, de toutes les façons. Merci. Allez, la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozepet. La revue des réseaux sociaux, on va parler donc de cette autre vidéo, voilà, qui fait donc le tour sur les réseaux sociaux et les internautes qui ne manquent pas de pouvoir dire stop à cela. À peine la rentrée scolaire a bel et bien démarré qu'on parle de violence en milieu scolaire. Une vidéo comme celle-là où les personnes impliquées méritent d'être lourdement sanctionnées. Comment arrive-t-on à avoir un couteau dans l'enceinte de l'établissement, ça c'est non, et de pouvoir par la suite se permettre de l'utiliser? On voit bien la jeune fille à l'image, la scène se déroulerait du côté donc du lycée de Fumbagne, qui tient dans ce couteau et menace à ciel ouvert son camarade et l'oblige à exécuter bien et bien ce qu'elle demande. Se pose bien la question de savoir où est le personnel de cet établissement, le personnel administratif, notamment professeurs, censeurs et tout ce qui vont avec, au moment où se déroule justement cette scène. Comment est-ce qu'elle fait pour entrer dans l'établissement avec ce couteau? Les dégâts auraient bien pu justement être assez lourds, mais de là, on n'arrive même pas, ses camarades de classe, à pouvoir la maîtriser, elle qui tient ce couteau. Heureusement, on n'a pas déploré de personnes qui soient blessées ou encore bien d'autres dégâts. Mais quand ça commence comme ça, on n'imagine pas à peine la rentrée, la rentrée commencée. Que le temps est déjà dans notre genre, dans cette école. Et ce qui est curieux quand même, c'est une fille qui tient le couteau de Dominique. Et elle le tient si bien, c'est-à-dire que comme une personne qui soit habituée. Il n'y a pas de manière pour non, Michel Gachou, vraiment. Moi perso, vous me donnez un couteau d'effrayé, même quelqu'un je ne pourrais pas. Honnêtement, je l'utilise pour découper ici, pour faire ça. Mais regardez la dextérité avec laquelle elle le tient. Dominique Audrey, vous regardez cette petite sœur. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commenter ces images-là? Elle mérite une déculottée. Pour que plus jamais, la force qu'elle dégage, l'envie de menacer quelqu'un avec un couteau. Oui, mais il fallait que ses autres camarades viennent appuyer celle qui a... Permettez mon bord. Oui, Dominique. Mais ils ont peur aussi. D'abord, il faut saluer la tempérance du jeune garçon. Parce qu'il aurait pu dire, mais attends, une fille me cravate pas comme ça et tout. Et vouloir se défendre, ça aurait pu dégénérer. C'est bien déjà que ce garçon ait autant de maîtrise à son âge. C'est déjà une bonne chose. Et dire à celle qui est venue essayer d'arrêter le couteau que c'est dangereux d'essayer d'arracher le couteau seule, parce qu'elle aurait pu également vous blesser. Et se blesser elle-même. Voilà. Donc cette jeune fille mérite une sanction. Vraiment, on doit punir et que plus jamais un élève... Quel type de sanction pour vous? Parce qu'elle est dans un établissement, il y a quand même un règlement intérieur, c'est interdit d'y avoir accès avec des armes blanches comme c'est le cas. Il faut savoir quelle classe elle fait. Vous savez qu'il y a des classes où on fait... Non, elle a on connaît le bleu, le blanc et le vert. Ça veut dire qu'elle en fait au premier cycle. Le vert, c'est le premier cycle, le blanc... Oui. Elle peut être en première, certainement. Oui, première. Il y avait TM, on a demandé de faire la cuisine, parce que si ce n'est pas ça, ça veut dire qu'elle se balade avec un couteau dans l'enceinte de l'établissement. Et si elle se balade avec un couteau, on doit pouvoir sanctionner et réprimer. Ne posez pas la question de savoir où sont les responsables d'établissement, parce que là, sur le coup, ils reviennent visiblement du sport. Et là, les enseignants ne sont pas là. Donc peut-être le temps qu'on aille appeler, on n'a pas eu la totalité de la vidéo, mais les parents doivent être interpellés. Peut-être on lui donne une mise à pied ou on la renvoie définitivement. Mais là, c'est bon. On va dire heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, Charles Hamel. Oui. Mais là, il faut corriger cet enfant de la plus dure des manières quand même. Que la honte soit donnée aux parents de cette fille. Je souhaite que la régie même stabilise l'image à ce qu'on puisse voir cette jeune fille. Que la régie, si elle peut stabiliser, qu'on regarde cette jeune fille. À Fumbagne, on la connaît, on connaît les membres, on peut bloquer là au niveau de son image pour démontrer. C'est une honte pour la femme de tenir le couteau, M. Michel Gachou. C'est une honte. Et nous sommes dans une zone. J'ai bien envie d'interpeller le sultan Bonbon Dioya, qui à travers la radio, chaque jour, a une émission où il passe des conseils, où il prêche, M. Michel Gachou, le sultan. Lorsque vous êtes en Fumbagne, je vous assure, lorsque vous écoutez la radio, il y a des gens qui défilent, qui donnent les messages du palais, qui donnent des conseils.
Mais ça veut dire que le sultan lui-même a perdu de sa superbe dans une ville où aujourd'hui on a l'impression que Foumbane est devenue la capitale du crime. On parle du trafic des ossements humains, on parle du trafic des objets, on parle, mais ça fait un peu réfléchir. Voilà la jeune fille en question. Il faut qu'on voie l'image, monsieur Michel Ngachou. C'est grave. Regardez comment le couteau est tenu. Pour nous, les pratiquants d'arts martiaux, monsieur Michel Ngachou, lorsque vous avez quelqu'un qui tient le couteau ici, il n'a que 3 façons d'utiliser. Soit il pique de ce côté, soit il pique, soit il ouvre. Donc ça veut dire que c'est connu en fonction. Celui qui tient le couteau comme ça va soit piquer, il va chercher à piquer, c'est maîtrisé. Donc cette fille est une habituée du couteau. Monsieur Michel Ngachou, cette fille est une habituée du couteau. Lorsque vous bagarrez avec quelqu'un et il tient le couteau là, elle est donc dangereuse. Elle est dangereuse pour l'établissement. Non seulement elle doit être interpellée pour l'utilisation d'armes blanches au sein de l'établissement scolaire, parce que cela va à l'encontre du règlement intérieur de l'établissement. Elle doit être incarcérée, entendue et incarcérée, monsieur Michel Ngachou. Et elle doit passer devant le procureur de la République pour justifier qu'est-ce que ce garçon a fait qui ne mérite, qui ne demandait pas une plainte, qui ne demandait pas une accusation devant les autorités de l'administration. Non, c'est trop, monsieur Michel Ngachou. Bonbon Bengal. D'abord, mineurs ou pas, il y a les prisons pour mineurs. Même chez les Occidentaux, ça les a dépassés. Ils ont créé des zones en prison où il faut les amener. Non, cette fille est une, j'allais dire, maîtrière. Oui. Où elle est en exercice. Oui, elle a déjà utilisé le couteau. Je veux dire, pour des actes barbares. Elle l'a déjà fait. Maintenant, deuxième chose, là, justement, je vais dans la suite de Charles Hamel. Il faut interpeller le sultanat. Oui. Nous avons dans nos familles j'allais dire des morts tragiques, un certain nombre de choses. Il faut connaître l'histoire de famille et c'est comme ça qu'on répare les tares qui existent. Il y a des familles qui ont voué à la violence. À verser du sang. Oui, à verser du sang. Il faut connaître. Et ça peut se réparer. Ça se répare sur le plan dans nos traditions. Il faut le connaître. Justement, c'est pour ça qu'on vous demande toujours, ne dites jamais mon cœur a flashé. Mon cœur, c'est si bon, votre cœur a flashé. Connaissez, essayez de comprendre l'histoire de cette famille-là. Comment il est passé. Foumbane, on avait quand même tué un professeur là-bas. Oui. On avait tué il y a un certain nombre de... Et toujours au couteau. Cette semaine, si maman, c'est toujours elle qui nous... J'avais quand même ramené l'histoire de Manjumboun, le gars qui partageait l'argent. C'est toujours le lycée de Foumbane. Non, c'est pas notre ami Dragon. Monsieur Michel Ngachou, nous restons sur la même lancée. On avait cet élève du lycée qui farotait, il sortait de son sac de l'argent. C'est toujours le lycée de Foumbane. D'accord. On va souhaiter bon. Donc, en réalité, ici, elle doit être exclue et poursuivie. Moi, je pense que le procureur de Foumbane il doit avoir des prisons. On pense que la famille, c'est une honte pour la femme, pour la maman de cette petite fille, pour son papa également. On parlera bien sûr de très mauvaise éducation. Est-ce que c'est l'occasion d'interpeller nos familles et dire faisons attention à l'éducation de nos enfants, parce quand que là, on interpelle même très souvent les parents, c'est très dur, hein. Parfois le parent lui-même ne sait pas que son enfant a de telles compétences négatives de la sorte. Parce que quand vous voyez la façon avec laquelle elle tient ce couteau, la façon, on n'arrive même pas à la contenir et elle maîtrise son camarade, mais vous comprenez que celle-ci, avant d'arriver à l'école, passe par une autre école. Honnêtement. C'est-à-dire que même les professeurs sont en insécurité avec de tels élèves. Ce sont eux qui ôtent facilement la vie aux enseignants, malheureusement. Je crois qu'elle devrait être exclue et qu'elle devrait être entendue. Et on comprend tout de suite qu'il y a beaucoup de négligence dans cet établissement scolaire. Parce que là, elle est filmée. Et ce sont des élèves qui la filment. Ça veut donc dire qu'au sein de l'établissement, des élèves ont des téléphones. Et téléphones et armes blanches. Non, aujourd'hui, ça nous a sauvé. Téléphone. Ça nous a permis de voir les téléphones. Ça nous a sauvé. C'est pas de comprendre et de comprendre ce qui se passe. Et de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est là où on devrait commencer à interdire ça dans les établissements scolaires et à interdire les armes blanches dans ces établissements scolaires. Monsieur, et je crois que le plus tôt serait le mieux qu'elle soit exclue. Voilà, il faut aussi dire qu'il y a le phénomène du CICIA. Nos jeunes frères n'ont pas la maîtrise. Parce que parfois vous dites que non, c'était juste pour le feinter et tout, et après ça dégénère. Il faut faire attention. Je vous dis, vous ne connaissez pas. Moi j'ai fait le lycée de Tinga. On a vécu le CICIA. Et vous avez fait le vrai lycée de Tinga. J'ai fait le vrai lycée de Tinga.
Je vous parle du lycée de Tinga où les gars partaient à la briqueterie pour le lycée de Tinga, où les gars sortaient de Bala. Pour là, vous voulez qu'on en parle? Non. C'est-à-dire que quand on dit Bala, Chalamé se retrouve rapidement. Donc là, vous sortez de l'établissement, il y a une bande de garçons qui vous attend. Qui vous attend pas. On vous dit qu'à la sortie, rendez-vous à la sortie. Vous ne voulez plus rentrer chez vous. Non, vous devez sortir avant tout le monde. Et à l'époque, il n'y a pas de téléphone pour appeler son grand frère, sa grande soeur ou son papa pour venir vous chercher. Non, mais dis vraiment, il faut que ça s'arrête quand même. Et là, cette petite fille, ce qu'elle a fait est inacceptable. On le dit à Mondo Vision. On ne la juge pas parce que le juge fera son travail. Mais ce qu'elle fait là, vraiment, on espère que au moins le proviseur doit sortir pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est quoi ce pays où on ne communique pas? Non, on essaie peut-être la communiquer. On attend. Non, on n'a pas une communication officielle. De l'enseignement secondaire devrait réagir par rapport à cela. Vous savez, monsieur Michel. Non, autre sujet, je vous en prie. Autre sujet, Isabelle Carole. De quoi riez-vous? On a censuré M. Mbachou? Autre sujet, on va parler de ces mois d'aéré, de salaire. 13 mois quand même d'impayés pour des pères et des mères de famille. Ils ont estimé que c'est trop et ont décidé pour cela de se faire entendre d'une certaine façon. On parle donc de ces employés génie qui ont donc sur des pancartes assis, brandissant le drapeau et cette autre pancarte derrière de dire trop, c'est trop. 13 mois, c'est assez long. Nous aussi, on a besoin d'envoyer nos enfants à l'école. Nous aussi, on a besoin de vivre, mais on n'a pas les moyens de pouvoir le faire, tout simplement parce qu'on n'a pas de salaire. Veuillez nous écouter et entendre nos prières, nous restituer ce qu'on mérite de droit, qui sont nos salaires. Vous avez de la famille là-bas, Charles Mbachou. Vous avez des frères là-bas, et des amis même d'ailleurs, qui peinent, qui souffrent. 13 mois, les enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, on travaille. Vous savez, M. Michel Ngachou, on parlait de la masse salariale hier, non? Oui. Allez calculer 13 mois. Ajoutez ça sur la masse salariale. Vous allez vous rendre compte. Ajoutez les 2 ans des gars de l'école de l'école de Marouala. C'est l'école normale supérieure de Maroua. Ajoutez les 2 ans, ajoutez les 1 an de tous ceux qui sont sortis, des promotions qui sont sorties. Vous vous rendez compte que la dette de l'État ne cesse de s'alourdir à cause de quoi? D'un train de vie qu'on n'a pas pu serrer. Monsieur Michel Ngachou, le Madjeni, il n'y a pas longtemps, a procédé à l'acquisition d'un matériel haut de gamme. Ce n'est pas le matériel qui manque au Matjeni, monsieur Michel Ngachou. Mais le drame, c'est qu'à un moment, on a accusé de business. Les business qui sont gérés entre les individus. Une location dans la sous-location. De l'argent qui est versé, pas versé dans les caisses. Vous vous rendez compte que les gars se retrouvent à chômer. Si on avait permis, monsieur Michel Ngachou, la ville de Douala a des services de Madjeni. Dans le sud-ouest, il y a le Madjeni. Dans le nord-ouest, il y a le Madjeni. Les 10 régions du Cameroun ont le Madjeni. Mais d'où vient-il que l'ensemble du matériel soit positionné à Yaoundé et que ça serve autre chose que cela? Vous vous rendez compte que ce pays jamais on ne sortira de l'auberge. Parce que je vous connais, monsieur Michel Ngachou. Je vais vous inviter à venir. J'ai besoin du matériel. Vraiment, je n'ai pas assez d'argent. Il ne faut pas que ça passe par les caisses. Là, je te verse combien tu me donnes. Je te verse. Tu envoies le chauffeur. Il vient régler et gérer. Vous avez les pontes du régime. Permettez-moi, vous m'avez posé là. Vous avez les pontes du régime qui se retrouvent à dire qu'on doit terrasser mon terrain. Vous avez à l'heure actuelle dans le sud, vous avez une ponte du régime qui est en train de construire 80. On parle de 80 maisons, monsieur Michel Ngachou. On parle de 80 maisons disséminées. Ici, là, vous voyez les matins, c'est les sacs qui arrivent. On réquisitionne les engins qui vont travailler. L'argent n'est pas reversé dans les caisses. Vous voulez qu'on paye ces pauvres-là? Comment? Ça peut faire rire, excusez-moi. On n'en rit pas des 13 mois qu'ils ont. C'est qu'il y a une entreprise camerounaise qui est dans le même pétrin, qui ne parvient pas à solder justement les salaires de ses employés qui sont tout le temps en grève. Alors récemment, ils ont choisi justement de bloquer le directeur général dans son bureau. Nous étions dit que, mais je ne sais pas, il y a 2 hectares de terrain qui sont en train de vendre à côté là, si ça ne vous dérange pas. Tu veux des clients, on va les clients, on rembourse vos agents. Ouais. Vous voyez jusqu'à quel niveau on arrive au Cameroun, Bonbon Bengan? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent pour les États, vous dites non. Il y a 2 hectares de terre qu'on est en train de vendre. Battez-vous, nous ramener les clients. On vend et on vous rembourse vos à la CEMRI de Yagon, payer les employés avec des sacs de riz. On a décrié ça sur ce plateau. C'est quoi ça, Bonbon? Moi, le jour où l'université de Douala a pris des bâtiments, les ateliers en location là-bas, quand on m'a dit, j'ai cru que c'était peut-être la faculté de génie
industriel qui devait être... Après, on me dit que non, les ateliers, c'est les enfants, les étudiants qui sont inscrits en communication qui vont faire le cours. J'ai dit aux ateliers, ils vont marcher sur le boulon, sur les... Après, j'ai dit, non, le matériel est fini. Le matériel est fini. Ils louent les hangars, les garages et tout, des ateliers pour faire des cours de communication. Aux étudiants. Aux étudiants. Donc, au Cameroun. Oui, oui, c'était fait là. Je ne sais pas si ça continue. À partir de ces jours-là, je me suis dit, le pays ici est dur. Le Cameroun est un pays dur. Quel espoir pour en sortir? Espoir, hein. Ce sont les il faut bailleurs. multiplier les grèves comme ça pour se faire comprendre. Voilà donc des pères de famille qui sont obligés de sortir à 5 heures quand le bailleur dort encore pour que le bailleur ne les croise pas. La femme, maintenant, si elle veut même préparer à la maison, le bailleur va dire que toi, tu prépares chez toi, ton mari ne paye pas le loyer, donc moi, je ne vis pas et tout. Pensez à avoir un plan B dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. On aurait pu, justement, ce matin, reprendre des images de cette école publique décriée il y a pratiquement 3 jours sur notre antenne, disant d'ailleurs qu'il s'agissait d'une école publique à Ebebda. On aurait pu s'arrêter là-dessus ce matin, mais on vous promet d'y revenir demain, parce que là, justement, c'était pas à Ebebda, c'était au Bénin, cette passation justement des services entre des enseignants, entre des directeurs d'établissement. Et on en profite justement pour vous présenter toutes nos excuses pour cette information. C'est vrai, on l'a recoupé, mais ceux qui étaient la source de l'information ne nous l'ont pas donné convenablement. Et on présente à nos nombreux et nos millions de téléspectateurs toutes nos excuses. On y reviendra demain avec ces images-là pour mieux se faire comprendre et vous les représenter comme vous les aviez justement regardé sur notre antenne. Allez, des messages, Isabelle Carozopet, et on ira saluer à nouveau Constille Amine, puisqu'il est avec nous pour nous parler cette fois-ci des gants. On verra tout à l'heure. Allez, des messages de nos téléspectateurs, Isabelle Carole. Vous avez un chat dans la gorge, prenez justement ce temps-là et on se pose encore la question. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, exactement à Bembis? Comment comprendre que la question du renouvellement des organes de base du RDPC, qu'on en vienne à un tel niveau de violence? Et quand on dit violence en même temps, on se rend compte que la résidence du sous-préfet a été brûlée de ce côté de Bembis dans le sud. On reviendra sur cette information demain matin. Au-delà de la question, on va également le dire que des images inacceptables des engins lourds sont en train d'entrer dans les régions en crise, bien sûr, du Cameroun. On parle de séparatistes. On parle en même temps de groupes armés qui se seraient joués en séparatistes, utilisant, dit-on, des armes sophistiquées. Armes sophistiquées, que devrait-on comprendre justement par cela? Comment comprendre en même temps que ce soit une guerre menée par des Camerounais contre des Camerounais? Est-ce que la solution, l'option de la guerre, est-ce que nous cherchons? Parce que là, bon, Bengan, sur les antennes Equinox Radio hier soir, dans l'émission Vite ton sac, des auditeurs nous ont appelés et les auditeurs étaient en larmes, pleurant et demandant qu'avons-nous fait pour mériter ça? Pourquoi tuer son frère? Pourquoi prendre des armes pour tuer son prochain? Justement, c'est au nom de quoi? C'est ça le problème et c'est difficile. Et on le disait ici, c'est-à-dire que ces gens qui étaient une infime minorité dans les années 50, nous qui avons vécu cette époque-là, on peut vous le dire, mais comme l'option fédéraliste avait pris le dessus, on avait réussi à les contenir. Et vous voyez donc, quand ils reviennent aujourd'hui, c'est comme si on veut montrer, on vous dit, comme vous pouvez dire à vos frères, on vous avait dit que les francophones là allaient vous manger. On vous avait dit. Voilà donc, voilà dans quelle situation on se trouve. Mais moi, ce qui me chagrine, Bonbon Penga, non, à ce moment, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas, il n'y aura jamais de sécession. Il n'y aura jamais, et qu'à aucun moment on ne peut accepter, on ne peut plus accepter la partition du Cameroun. Donc, ils vont donc, j'allais dire, un va-tout. Alors, moi, je disais, ce qui me chagrine, vous me permettez, il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de partenaires politiques au gouvernement, qui n'arrêtent pas de faire des sorties demandant au régime en place d'aller dans les zones en crise et d'y mettre le feu, comme qui dirait. Au moment où les solutions politiques sont toujours recherchées. Qu'est-ce qui peut expliquer? Les noms sont connus, on ne va pas les citer ici pour faire la publicité. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui peut susciter
un niveau de diabolisme. On a déifié le président de la République. On l'a déifié. Donc, ces gens-là, la coalition qu'il a formée depuis mars 1992 et qu'il enrichit, qu'il élargit, bon, ils ont leur mot de pensée. Mais il y a quelqu'un qui est avec lui. Pourquoi il ne l'a pas compris? David Aboué-Machoyi, avec qui il a travaillé sur ce problème-là. Il lui a dit, Excellence, avant que j'avais dit, c'est moi, qui était le premier à l'interpeller à l'époque. Quand la crise commençait, je lui ai dit, mais David, vous n'êtes que 3 vivants aujourd'hui. Paul Biya, Dorothy Ndjema et vous, parlez, qu'est-ce qu'il y a? Je ne dis pas qu'il a fait des sorties, il a fait des propositions. C'est pour ça que je dis, à l'époque où les Gargaman, des gens se présentaient, voulaient se présenter comme médiateurs, c'est l'unique là. Très bien. C'est l'unique personne aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le président de la République ne peut pas lui donner le coup de franche pour nous arrêter ça. Il peut se faire accompagner aussi d'un autre ancien gouverneur de la région du Nord-Ouest, Abakar Mahmad. C'est des gens connus. Eux peuvent même aller aujourd'hui en DOP, dans partout, rencontrer ces amazoniens-là et ils pourront les ramener pour déposer les armes. Parce qu'il faut d'abord, comme vous avez dit, un cessez-le-feu. Absolu. Absolument. Les deux là peuvent nous aider à obtenir le cessez-le-feu d'ici décembre. Sur les antennes Equinox Télévision, il y a des programmes plus appropriés, parlant politique si vous voulez, en même temps, qui devraient s'arrêter sur ces sujets avec les analystes que vous aurez dans ces différents programmes. Allez, Consti Lamine est avec nous cette fois-ci. Vous avez quoi ce matin, Consti? Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de me ses gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et qui n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Conducteur me parle de Super Yahoo, hein? Désolé. Alors, Super Gants, il s'agit, et on vous retrouvera fièrement demain, assurément sur nos plateaux. Des messages de nos téléspectateurs, Isabelle Carole-Zoupette. J'espère cette fois-ci que le petit chat dans la gorge, vous avez pris la peine de vous en débarrasser véritablement. Et nous saluons tous ceux qui, au moment où nous parlons, nous envoient des messages, mais incroyablement. Il y a aussi Dominique Odo Yengelek officiel, hein, parce que Michel Gatch officiel, c'est incroyable là. Donc allez également. Oui, non, c'est pas grave, hein, envoie de nouveaux messages, envoie de nouvelles histoires, et on a qui nous les envoie. Seulement les histoires. Seulement les histoires. Bon, les questions, je vous prendrai le temps de bien les poser après. Allez, des messages, Isabelle Carole. Bonjour, vraiment cette femme doit quitter ce foyer parce que prochainement c'est la mort qui va s'en suivre. Ça ira tout depuis Yupwe. Autre message, le système éducatif de nos jours est plein de crimes. Revoir le règlement intérieur et afficher à l'entrée de l'établissement pour la fille. La famille revoit son éducation. Vraiment, c'est Yamo depuis l'Ouest qui signe cette réaction. Nous sommes au Cameroun, mes chers frères. Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Une fois que vous avez compris cela, vous n'allez plus vous interroger. Alvin et Gougo depuis Kribi la Belle. Cette jeune fille est une criminelle. Elle fait honte aux filles d'un certain village. Elle devrait être exclue de l'établissement. C'est une mauvaise graine pour les élèves. On dirait même qu'elle fume l'herbe. Thérèse depuis Djombe qui envoie la réaction. Oui, peut-être qu'elle fume. Bonjour à vous. Le gouvernement camerounais ne vaut pas la peine. Ma coopérative a livré 55 tonnes de semences en mars depuis 2014. Ils n'ont jamais payé. Ils paient les stocks, les millions en brousse. Ils partent stocker les millions en brousse. Bonjour le plateau, c'est parce qu'on passe le temps à souffrir, à faire souffrir le peuple pour rien. Le concept de ces marchés, c'est du vol. Tout simplement, ce n'est pas une erreur, c'est juste un moyen de justifier leur détournement. Concernant l'histoire du jour, la femme doit mettre son mari en quarantaine. C'est un impératif si elle veut vivre. Bonjour le plateau, Merline depuis Yaoundé. Je crois que la jeune fille en question devrait être immédiatement exclue de l'établissement et même être
poursuivie parce que même au quartier, elle est un danger pour la population. Voilà. Il faut favoriser l'acquisition des terrains et l'installation des jeunes et nouveaux potentiels clients autour de ce marché pour attirer des commerçants. C'est Meafo qui le dit. Les gens accourront toujours. Cette femme doit être sage car la vie c'est une place. Puisqu'isolé, ce monsieur ne servira jamais. Il va toujours se faire des petites hors de son encadrement. Merci à vous Isabelle Carole, merci aux nombreux téléspectateurs. Vous êtes des millions chaque jour à nous regarder. Vous êtes hors du Cameroun et merci pour vos millions d'encouragements. Nous continuerons quoi qu'il en soit. Charles Hamel nous retrouvera demain avec une nouvelle colère, mais cette fois-ci j'ai très peur, Charles Hamel, parce que lors de la préparation de l'émission, quand je l'ai entendu, je me suis dit waouh. Est-ce qu'on aura le cran? Est-ce qu'on va tenir en même temps? Allez, beaucoup de courage à vous, monsieur Mbadjou. Prenez un verre d'eau après l'émission et calmez-vous parce que là, on s'attend à ce qui va être servi demain. Bon, Bengan, merci beaucoup. Encore des livres à lire, je sais. Vous vivez dans les ouvrages comme à l'accoutumée. Dominique Audrey, des histoires, vous les rassemblerez encore pour nous. Merci beaucoup, Isabelle Carozoupet. Sur la toile, vous y dormez d'ailleurs pratiquement, hein. Beaucoup de courage à vous. Allez, n'oubliez pas, madame, messieurs, que si vous ne pensez pas à la politique va vous faire. Et au pire des cas, on voit ce qui se passe. À demain.